presque sûre que pour toi, l'honnêteté, ça doit être quelque chose de super important. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis si je te dis que tu mens pourtant tous les jours? Et que j'en suis presque sûre. En tout cas, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte parce que l'honnêteté et la sincérité sont des choses très importantes pour moi. Et du coup, je voulais te partager parce que je suis sûre que tu te reconnaîtras. Bonne écoute! Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hola, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je sors d'une semaine de maladie. Je faisais la fière en me disant que moi j'étais pas malade alors que tout le monde était malade autour de moi. Et je pense que voilà, j'ai eu mon karma. J'ai été bien malade pendant une semaine. Donc désolée si vous entendez mon nez, que je parle du nez. J'ai l'impression un petit peu d'être un canard. Mais j'avais quand même envie d'enregistrer un podcast et de ne pas devoir attendre une semaine de plus avant de vous parler. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, j'adore en tout cas cette période de l'année. En fait, avant, je n'aimais pas. Pour moi, l'automne, ça signifiait qu'on se dirigeait vers l'hiver. L'hiver, la seule chose que j'aime, c'est Noël, etc. etc. Et maintenant, en fait, j'adore déjà l'automne, les couleurs de l'automne, l'ambiance qu'on peut retrouver. En fait, si on se fait un petit chez-soi cocon, ou qu'on va dans des endroits cocon, je trouve que c'est vraiment trop chouette comme ambiance. Du coup, je blablate, mais venons-en au vif du sujet. En fait, ça fait déjà quelques fois que j'essaye d'enregistrer un podcast sur la sincérité, en particulier la sincérité radicale, l'honnêteté radicale. Du coup, j'en ferai un podcast si ça vous intéresse, mais même si ça vous intéresse pas, moi c'est quelque chose dont j'ai envie de parler, donc j'en ferai un. Mais j'avais vraiment du mal à l'enregistrer. Je ne savais pas trop pourquoi. J'avais un peu du mal à percevoir pourquoi. Parce que j'avais l'impression de devoir raconter beaucoup de choses, de pas pouvoir tout raconter. Et en fait, bien dernièrement, j'ai été voir une pièce de théâtre avec mon copain. Il s'appelle Le Misanthrope, tout simplement, de Molière. Et j'avais un petit peu peur de pas trop apprécier parce que les pièces de théâtre classiques que j'avais pu voir auparavant, ça m'avait pas trop plu, c'était pas trop mon truc. J'avais peur aussi de ne pas tout comprendre. Et au final, j'ai pas toujours tout compris parce que c'est du vieux français. Mais c'était très intéressant. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a reçu un petit dépliant juste avant la pièce de théâtre qui parlait un petit peu des réflexions du metteur en scène ou du réalisateur, je sais pas exactement quels sont les bons termes, et qui parlait justement de cette difficulté, cette ambivalence par rapport à la sincérité. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris, par rapport au fait que on peut avoir très envie d'être sincère et d'être honnête avec tout le monde, avec soi, avec les autres, mais qu'au final, même les personnes qui veulent tellement être honnête et tellement être sincère, et je trouve que j'en fais partie, y a plein de fois, il y a plein de moments dans leur vie où c'est juste pas possible de l'être, où on pourrait l'être mais où on préfère ne pas l'être. Et en fait je me suis pas mal reconnue dans ça a pas mal fait écho, parce que je me suis dit mince, pour moi c'est tellement important la sincérité, et ça m'a apporté tellement de choses que j'ai eu envie de pouvoir le transmettre, et du coup je le ferai dans de prochains podcasts. Mais cette pièce de théâtre, et en particulier les réflexions du petit dépliant que j'ai pu lire avant, m'ont pas mal fait réfléchir. Et il y a aussi un autre livre, il y a une autre chose, donc un livre qui m'a pas mal fait réfléchir, et c'est sur ce livre que je vais aussi pas mal me baser pour faire le podcast d'aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle La synergologie
de Philippe Turchet, comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle. En fait, la synergologie, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quand même plusieurs années maintenant. La synergologie, moi, je le traduirais. En fait, comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle, c'est un peu ça. C'est réussir à comprendre et à capter ce que le corps communique, même quand le verbal ne communique pas, ou parfois on va dire quelque chose mais notre corps va dire le contraire. C'est vraiment apprendre à faire attention à tous ces micro-gestes que le corps va faire et en fait va donner de l'information par rapport à ce qui se passe dans la tête et dans le corps de la personne en face de nous. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis déjà assez sensible à ça, que c'est quelque chose que je fais déjà assez naturellement. Après, c'est quelque chose que tout le monde peut développer parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on a déjà tous en soi. C'est juste que pour moi, la société nous apprend et l'éducation, etc., pas de manière consciente, mais nous apprend à ne pas faire attention en fait à tous ces micro-gestes et en fait nous entraîne à porter des discours qui sont pas en accord avec ce qu'on pense et ça, notre corps le communique assez bien. Bref, du coup, ce ne sera pas un podcast sur la synergologie, bien que ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais beaucoup pouvoir en faire quelque chose dans mon métier plus tard. Donc j'en ferai peut-être des podcasts aussi plus tard quand j'aurai acquis aussi peut-être plus de connaissances. Mais ça va porter sur un peu justement toutes ces réflexions sur la société, sur la sincérité. Et quand on pense à sincérité, à quoi est-ce qu'on peut penser aussi? À l'opposé, au mensonge. Parce que je me suis dit comment être sincère avec soi, comment apprendre à être sincère avec soi, à être sincère avec les autres, sans d'abord observer le fonctionnement de notre société. Je trouve que observer le fonctionnement de notre société, c'est aussi une bonne manière de prendre du recul, de se rappeler de l'importance de la nuance. Donc, si dans de prochains podcasts, je parle de l'importance de la sincérité et de tout le processus et des méthodes, on va dire, que moi j'ai pour être sincère et pour aller éplucher toutes les couches de l'oignon qui se trouvent en moi. C'est pas pour autant que je suis sincère tout le temps avec tout le monde, que je dis tout ce que je pense tout le temps. Pas du tout. Je suis une personne qui aime beaucoup, qui accorde quand même pas mal d'importance à ce que je sois aimée, à ce que je sois appréciée, à ce qu'on me voit comme étant une personne qui fait un peu tout parfaitement. Donc forcément, avec ce trait de caractère-là, ne peut pas toujours aller, voire pas très souvent, la sincérité, surtout la sincérité radicale. Mais donc, ouais, c'est très important pour moi d'apporter de la nuance et j'espère par ce podcast que ce sera le cas et que c'est comme ça que vous le percevrez. Voilà. Alors, maintenant parlons du coup des mensonges. Ce que l'auteur dit dans son livre, c'est que ce qui rend l'être humain unique aux yeux des êtres vivants, c'est le rire. Et le rire, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité en fait à prendre de la distance, à prendre du recul sur les choses. Mais ce que l'auteur relève aussi, c'est que cette capacité à prendre du recul, elle a aussi une autre facette. C'est qu'elle nous permet aussi de mentir. En fait, en prenant du recul, on peut se réinventer une réalité et ça peut avoir des aspects très positifs, mais c'est aussi une forme de mensonge qui peut alors du coup justement faire partie de notre quotidien et de notre réalité. Et en fait, en mentant aux autres, on finit aussi souvent par se mentir à soi-même.
Alors j'espère que ça va pas être trop philosophique, mais même si c'est philosophique, eh bien écoutez, j'espère que ça vous fera réfléchir tout simplement. Et en fait, dans notre société, le mensonge est devenu une sorte de filtre. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de mécanisme pour se protéger, pour montrer aux autres une version qui est plus acceptable de soi. Et donc du coup, très souvent, il va arriver que on essaye d'arranger un petit peu la réalité par des petites touches de mensonge pour mieux l'accepter. Par exemple, quand on va échouer à une tâche, on va échouer dans quelque chose, eh bien, on va être parfois tenté de se dire que c'est parce que ça va, c'était pas une tâche si importante, c'était pas une chose si importante. Ou quand on va raconter une histoire, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et que ça doit vous arriver assez souvent, c'est que on va exagérer certains aspects pour paraître plus impressionnant. Et en fait, à force de faire plein de petites retouches, on crée une image de nous-mêmes qui nous plaît un petit peu plus. Cette manière de manipuler, on va dire, la réalité et d'insister sur certains aspects, en fait, on peut tout simplement aussi la retrouver, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, d'Instagram, de Facebook, mais en particulier, je dirais d'Instagram. Instagram, c'est vraiment une sorte de vitrine où on va exposer tout simplement les plus belles choses qu'on voit, qu'on fait. Il y a personne, si maintenant il y a des personnes qui le font aussi, mais il y a peu de personnes qui vont partager des photos de choses banales qu'ils ou elles font de leur vie, de moments plus tristes, de moments où ils ou elles sont malades. Très souvent, en tout cas pour la plupart des personnes, Instagram, ça va être un endroit justement où on va arranger en fait un peu la réalité à notre sauce. Ce qui est très intéressant, je fais une petite parenthèse, mais en fait ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que même si on manipule la réalité en quelque sorte, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler complètement, en tout cas, c'est notre corps. On peut bien choisir nos mots, mais notre corps, lui, il parle souvent de manière bien plus sincère que nous. Et du coup, par exemple, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un est mal à l'aise, quand quelqu'un... Quel autre exemple je pourrais donner on va garder ces exemples-là. Eh bien, il peut y avoir des petits gestes, des micro-gestes de son corps, donc des gestes involontaires qui peuvent trahir un petit peu en fait cette tension. Le fait de toucher ses chevilles, d'avoir un regard qui fuit, d'avoir les sourcils qui font certains mouvements, de toucher son nez, d'avoir les doigts qui bougent nerveusement, un petit sourire en coin, etc., etc. C'est là que en fait notre nature humaine nous rattrape. Et en fait, depuis tout petit, on nous enseigne les valeurs de la sincérité et de l'honnêteté. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre éducation, en tout cas dans notre culture. C'est vraiment ces valeurs de sincérité et d'honnêteté. Notre société, elle la place vraiment en haut de la liste des valeurs importantes. On le voit à travers, je pense, les récits qu'on voit à l'école, à travers les histoires qu'on lit. Qu'est-ce qui est valorisé ? C'est l'homme qui est droit, l'homme qui dit toujours la vérité. Et pourtant, petite question de vous à vous, de vous à moi, dans notre monde, dans notre vie, qui est vraiment 100% sincère tout le temps ? Je pense que personne, parce qu'en fait ce serait absolument épuisant. Et la société, elle est remplie de petits mensonges qui l'aident tout simplement à tenir debout. Parce que tout le monde sait que être totalement sincère, totalement transparent, ça ferait probablement s'écrouler beaucoup de choses. Et donc finalement, c'est intéressant de remarquer qu'on vit dans une sorte de dualité où en fait d'un côté, on a envie d'être honnête et de l'autre, on jongle avec toutes ces petites illusions qui rendent parfois la vie plus facile. Et même si notre corps nous trahit parfois,
ces filtres, en fait, donc ces filtres, je vais en parler juste après, qu'on place entre nous et les autres, ils font aussi partie de notre société, de notre humanité. Juste un petit exemple pour vous imaginer à quel point, depuis qu'on est petit, c'est possible que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, je pense pas, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué, qu'on avait vu en cours. Mais en tout cas, depuis qu'on est, je sais plus, ou peut-être une formation, mais peu importe, depuis qu'on est petit, on nous apprend à ne pas faire attention, ne pas porter d'attention au langage non verbal de nos interlocuteurs, des personnes en face de nous, ou en tout cas à l'ignorer et en fait à avoir des comportements assez contradictoires. Je vais m'expliquer. Par exemple, c'est ce que je disais en fait au début, on est tous de base, on est tous avec la capacité, peut-être qu'on la développe en fait tout simplement quand on est petit, mais en tout cas quand on est petit, tout le monde a cette capacité-là, la capacité à décoder tout simplement les informations que le langage non verbal de la personne en face de nous envoie. Et en fait, dès qu'on est petit, on va nous envoyer des discours verbaux qui sont contraires. Un enfant va par exemple voir que sa maman n'est pas bien, il le voit dans sa manière de parler, mais aussi dans son langage non verbal. Elle pourrait avoir les traits tirés, elle pourrait être nerveuse, elle pourrait justement avoir des gestes plus brusques. Et en fait, un enfant, il va peut-être demander à sa maman « Ah maman, ça va pas » ou « Tu es triste, tu vas pas bien ?» La maman, qu'est-ce qu'elle va très souvent répondre ? « Oh non, t'inquiète pas, ça va. » Et en fait, déjà, si on regarde juste à partir de là, l'intention de la maman n'est pas mauvaise. Et je dis pas que la maman doit d'office expliquer à son enfant qu'elle ne va pas bien, mais on nous envoie en fait des signaux qui sont contraires à ce qu'on perçoit et qui pourtant sont bien la réalité. Les signaux que je perçois de ma maman qu'elle n'est pas bien, c'est effectivement qu'elle n'est pas bien. Je pense que c'est aussi quand on parle d'intuition, c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup pour le moment. En fait, tout ce qui est vraiment l'intuition, la synergologie, la sémiologie, le mentalisme pour le moment, c'est vraiment mon dada. L'intuition, c'est souvent aussi lié justement à des toutes petites choses que notre inconscient va percevoir chez notre interlocuteur ou dans le monde qui nous entoure. C'est pas de la magie. Et ce sont l'intuition, en fait, tout le monde là, c'est juste qu'on nous apprend à ne pas y faire attention. Voilà, j'espère que vous percevez ce que je veux dire. Et donc, dans le livre, l'auteur, donc Philippe Turchet, parle de plusieurs filtres. Alors, il parle du filtre de la sincérité, du filtre de la spontanéité et du filtre naturel. Moi, j'ai d'abord commencé par expliquer le filtre de la sincérité. Et du coup, dans le filtre de la sincérité, il va y avoir 3 types de mensonges. Le mensonge de survalorisation, le mensonge d'acquiescement et le mensonge d'omission. Je vais vous expliquer du coup ces 3 mensonges qui font partie du filtre de sincérité et puis après j'expliquerai les 2 autres filtres. Bon, en fait je me rends compte que le filtre de sincérité, je vous l'ai déjà expliqué, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et donc là je vais directement vous parler du mensonge de survalorisation qui fait partie du filtre de sincérité. Alors, je pense que dans nos vies, il y a une petite astuce qu'on utilise tous et toutes. Souvent, très souvent, sans s'en rendre compte, c'est le mensonge justement de survalorisation. Alors, le mensonge de survalorisation, et ça, il faut s'en rendre compte pour tous les mensonges dont je vais parler ici, ne sont pas des mensonges qu'on utilise consciemment, enfin en tout cas je pense, la plupart du temps, pas consciemment, pas dans l'optique de faire du mal. Ce sont des mensonges qu'on utilise absolument tous pour se faciliter la vie, un petit peu comme les stéréotypes pourraient fonctionner pour se faciliter la vie. C'est intéressant en fait tout simplement de les reconnaître et de voir qu'ils existent. Donc ce n'est pas un mensonge pour tromper, mais c'est plutôt un moyen de se montrer sous un jour meilleur que la réalité pour du coup atteindre nos objectifs. L'exemple que l'auteur donne dans le livre, c'est que par exemple vous allez postuler pour un poste supérieur à celui que vous avez pour le moment. Durant l'entretien, on va vous demander si vous vous sentez capable de gérer des nouvelles responsabilités. Alors, au fond,
si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, très souvent, je pense que la réponse est j'en sais rien, je n'ai jamais fait ça avant. Mais bon, qui répondrait vraiment ça ? Je pense que personne, parce que tout le monde a envie de pouvoir avoir justement accès à ce poste supérieur. Alors au lieu de ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se présenter comme étant la personne idéale pour ce rôle, celle qui est prête à relever tous les défis, à prouver qu'elle est à la hauteur. Et ce qui est très drôle, c'est que la personne en face de nous, donc notre interlocuteur, c'est très bien que on manque d'expérience ou qu'en tout cas, même si on a de l'expérience, ce poste-là, on ne l'a probablement jamais fait, ou même si on l'a déjà fait, pas dans la même entreprise, pas dans les mêmes conditions, etc. etc. Mais je dis qu'en nous entendant parler avec confiance, on a probablement le potentiel et que il a envie d'y croire. Alors c'est très drôle parce que au final, c'est vrai que moi, quand j'ai lu cet exemple-là, je me suis dit oui, c'est vrai, c'est bête ça. On sait tous les deux interlocuteurs savent qu'il y a du mensonge et pourtant ce sont des mensonges qui sont ultra normalisés dans notre société. Et en fait, ce genre de survalorisation, c'est presque un passage obligé aujourd'hui. À chaque étape de notre vie, on est incité en fait à se montrer plus grand, plus fort, plus solide, plus intelligent, etc. que ce que l'on est vraiment. Et en fait, très souvent, on essaye de s'accorder aux attentes de notre entourage, de la société, tout simplement de l'endroit dans lequel on se trouve et de la situation dans laquelle on se trouve. Et depuis tout petit, en fait, on nous apprend qu'il faut afficher cette version de soi améliorée, comme en fait si c'était la clé pour avancer. Alors si cet exemple ne vous parle pas ou tout simplement que vous avez envie d'un autre exemple, on pourrait regarder tout simplement autour de vous, dans le monde de la consommation, dans notre société. Combien de personnes s'endettent pour s'offrir des choses qui donnent l'impression qu'ils ou elles ont réussi, entre gros guillemets. Alors parfois, avec une carte de crédit, avec de l'argent qu'on n'a même pas, ces personnes, on va essayer de s'acheter une image, de s'acheter en fait un statut, parce que on veut que les autres voient en nous ce qu'on aspire à devenir. Même si on n'est pas encore devenu cette personne, même si on n'a pas encore atteint ce statut. Et en fait, ce mensonge de survalorisation, c'est très intéressant de le remarquer et faire attention parce que ça peut vite devenir un piège. Et le piège, on va le retrouver en fait avec le complexe de l'imposteur. Je pense que vous en avez déjà d'office entendu parler. Et en fait, certaines personnes, même lorsqu'elles vont atteindre de hautes responsabilités, vont se sentir comme des imposteurs parce que en fait, on nous apprend, comme je vous ai dit avant, à vendre une meilleure version de soi, mais qu'on sait qu'on n'est pas. Et donc, très vite, on va avoir des doutes. Et en fait, ces doutes, ils sont totalement normaux. Je pense qu'il y aurait peut-être moins ce syndrome de l'imposteur si tout simplement on était plus sincère et plus honnête avec ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas encore faire, mais qu'on a envie d'apprendre ou qu'on a envie de pouvoir faire, etc. etc. Bon, je dis que ce serait plus facile, je ne sais pas si c'est possible dans une société. Et comme je vous disais, vraiment, ce podcast, tout à prendre avec nuance, parce que pour moi, la sincérité, c'est super important. Mais moi aussi, je fais plein de mensonges de survalorisation. Donc voilà. Mais ce qui est très intéressant, et c'est là que vient justement la nuance, parce qu'il y a plein de nuances dans ce podcast, c'est que pour avancer, et si on veut avancer, très souvent, cette projection en fait qu'on va faire de soi, elle va être indispensable. Parce qu'au fond, ce mensonge de survalorisation, c'est pas vraiment un mensonge en soi, c'est un moyen de se donner du courage, de s'approcher en fait de notre version idéale de nous-mêmes. Alors oui, on va se survaloriser un peu, comme l'auteur le dit, comme une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Mais c'est pas forcément négatif, tant qu'on reste conscient de quand même quelle est la réalité. Je pense que cette projection, ça peut être un moteur, ça peut être un petit coup de pouce pour atteindre cet objectif qu'on a. J'aime pas utiliser le terme meilleure version de nous-mêmes,
D'ailleurs, j'avais fait un podcast par rapport à ça. Mais voilà, je pense que ça peut être quand même un bon moteur. Alors, du coup, là, j'ai expliqué le mensonge de survalorisation. Maintenant, j'aimerais vous expliquer, vous parler du deuxième type de mensonge qui fait partie des filtres de la sincérité, c'est le mensonge d'acquiescement. Alors, le mensonge d'acquiescement, c'est un mensonge qui est très utile, qui nous permet vachement de simplifier notre vie. Je pense que vous allez tout de suite vous reconnaître. Alors dans nos vies, on a souvent justement une petite astuce pour éviter les conflits et garder une apparence de paix. C'est ce fameux mensonge d'acquiescement. En fait, c'est un mensonge qui est très simple. C'est celui, vous savez, où on va hocher la tête en silence. On va hocher la tête en faisant un petit sourire, même si on n'est pas d'accord. Mais c'est dans le but en fait d'éviter de froisser quelqu'un, d'éviter de créer du conflit, d'éviter de créer de la discussion. C'est en fait le moment où on va écouter des idées qui sont parfois bien tranchées et bien différentes et que au lieu de contredire, on va tout simplement laisser couler quoi. Et on va se dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que l'énergie nécessaire pour s'opposer à ce que la personne vient de nous dire va apporter en fait que des complications. Un exemple que l'auteur donne, c'est que par exemple, on va être chez le garagiste pour une révision de routine. Et soudain, le garagiste commence à parler de ses opinions bien tranchées, presque choquantes, par exemple, sur des sujets politiques ou sociaux, d'une manière très assurée. Et en fait, avec des avis que moi, je pourrais trouver très extrêmes. Et en fait, tout en l'écoutant, je vais sentir que j'ai envie de lui répondre, de contredire ce qu'il me dit, mais je vais aussi avoir une petite voix dans ma tête qui va me dire c'est le seul garagiste qui a à des kilomètres, il m'a dépanné beaucoup de fois en urgence. Est-ce que du coup ça vaut vraiment la peine de risquer cette bonne relation entre guillemets juste pour lui dire ce que je pense? Donc, du coup la réponse à cette question, parfois ça va être oui, mais très souvent ça va être non. Et donc du coup je vais préférer garder le silence. Acquiescer, non pas par adhésion, mais parce que je préfère laisser couler. Et ce silence-là, en fait, c'est un choix de tranquillité immédiate, même si ça me coûte un petit peu de sincérité, tout simplement pour éviter une dispute inutile, d'éviter la confrontation, et en fait pour préserver une certaine harmonie. Un autre exemple, dans lequel je pense que vous pouvez clairement aussi vous identifier, parce que le garagiste, c'est pas spécialement le cas. Prenez un repas de famille où votre oncle, votre tante nous lance sur un sujet très sensible. Et du coup, à nouveau, il va donner son avis de manière bien tranchée. Ça va vous mettre mal à l'aise et je pense que ça va mettre une ambiance malaisante pour toutes les personnes qui sont là. Pourtant, toute la table va écouter en silence. À nouveau, qu'est-ce qui va se passer? On va penser à réagir, peut-être à ouvrir un débat, mais on va regarder tous les regards de la famille qui est autour de nous, de soi, et on va se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de déclencher un débat et de créer une tension alors que tout le monde est là pour passer un bon moment? On pourrait dire oui, on pourrait dire non, mais très souvent ce qui va se passer, c'est que on va choisir de se taire, peut-être même d'hocher la tête, de faire un petit sourire pour donner l'impression d'être d'accord, mais alors qu'au fond c'est pas du tout le cas. Mais dans le but de pas entrer dans des conflits. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je pense que je me retrouve pas mal. Moi je suis quelqu'un qui adore écouter. Je préfère d'abord écouter plutôt que parler. C'est pour ça peut-être que j'aime bien avoir un podcast, parce que ça me permet plus de parler que d'écouter. Et du coup, on m'a appris dans mes études, et c'est quelque chose qui fait aussi pas mal partie de ma personnalité, mais de beaucoup écouter, de ne pas juger, de ne pas donner mon avis, sauf si on me le demande, sauf si on me demande d'être critique. Et du coup, je vais beaucoup faire des analyses dans ma tête, mais je vais pas spécialement entrer en débat avec les personnes, donc je me reconnais extrêmement fort dans ce mensonge d'acquiescement. En fait, c'est un mensonge qui est là tout simplement pour maintenir un certain équilibre.
Et on va renoncer un peu à notre authenticité, à notre sincérité pour préserver une forme d'harmonie. Et en fait, si quelqu'un, dans ce cas-là, va nous demander pourquoi on n'a pas réagi, si on lui dit la vérité, qu'on lui donne une explication, de toute façon, ça aurait servi à rien de réagir. La personne ne changera de toute façon pas d'avis. Très souvent, les gens comprennent autour de nous. Mais pourquoi ? Parce que eux aussi, très souvent, ils font ce choix-là de hocher la tête en silence pour préserver une forme de paix et d'harmonie. Et donc du coup, on se retrouve à légitimer en fait cette forme d'hypocrisie qui finalement en fait fait partie du savoir-vivre et en fait de la politesse, quoi. Donc à bien retenir, c'est pas de la lâcheté, c'est une forme de compromis social que chacun d'entre nous fait pour réussir à naviguer dans un monde où en fait être en total désaccord peut parfois rendre notre vie bien plus compliquée. Alors je dis pas que du coup il faut plus qu'il y ait de débat, qu'il faut plus donner son avis. Je pense que y a des situations où c'est vraiment important, mais c'est normal en fait qu'on le fasse pas à chaque fois. J'en parlais à mon stage, il y a parfois des personnes en fait dans le cadre du stage ou dans le cadre professionnel où je vais avoir plus de facilité à prendre 15 pas de recul, à écouter le fait qu'on va me dire quelque chose qui est totalement contraire à mes valeurs et à essayer un peu de déconstruire les choses, de poser des questions, de comprendre, alors que parfois je vais avoir ces mêmes discussions avec des personnes de mon entourage. Là, je n'ai pas envie de me taire, je vais avoir envie d'être dans le débat, de dire que moi, je ne pense pas du tout comme la personne. Donc, je pense que ça dépend vraiment des contextes, mais c'est normal de ne pas faire tout en preuve de sincérité et de parfois, en fait, faire appel à ces formes de mensonges, d'acquiescement. Alors maintenant, je vais passer au mensonge d'omission. C'est le dernier point sur lequel je vais vraiment m'étaler parce qu'après je parlerai assez rapidement du filtre de spontanéité et du filtre naturel pour ne pas vous retenir trop longtemps dans ce podcast, pour que l'écoute reste agréable. Alors du coup maintenant venons-en au dernier type de mensonge qui est le mensonge par omission. Alors le mensonge par omission il ressemble pas mal au mensonge d'acquiescement. C'est un autre classique, on va dire, dans la palette des petits arrangements avec la vérité. C'est à nouveau pas un mensonge direct, mais c'est plutôt un silence. En fait, on va laisser les choses de côté, pas dans l'optique de tromper, mais pour éviter de perdre la face, entre gros guillemets, pour garder une certaine cohérence. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre tout de suite. Dans le cas du travail, par exemple, imaginez que vous venez de boucler une grosse négociation et que vous avez obtenu un super contrat pour votre équipe. Quand vous allez en parler à vos collègues, vous allez leur raconter l'essentiel, donc votre victoire, les termes avantageux que vous avez décrochés, mais vous n'allez pas mentionner que pour y arriver, vous avez dû concéder certaines choses de votre côté, faire des compromis qui vous dérangent un peu. Ça, vous allez décider de le garder pour vous et de ne pas, on va dire, ternir votre succès ou paraître moins fort, moins habile. Et en fait, c'est assez intelligent, au fond. C'est une manière subtile de réorganiser l'information pour, en fait, tout simplement garder l'image que on souhaite projeter. Attention parce que je pense qu'on peut très vite aussi tomber dans une forme de manipulation. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas banaliser les personnes qui font des mensonges par omission volontaires, par exemple... je pense que c'est un peu l'exemple qui est donné dans le livre et je ne l'aime pas. Mais c'est par exemple, je rentre tard le soir et le lendemain, mon partenaire me demande où j'étais et je réponds que j'étais de sortie sans préciser avec qui. C'est pas faux, mais j'ai décidé de ne pas rentrer dans les détails et de laisser un morceau d'histoire de côté parce qu'en fait, je lui dis pas avec qui j'étais. Donc je contrôle d'une certaine manière ce que l'autre va penser et je vais éviter peut-être des questions ou des sous-entendus. Je vais pas vraiment mentir, mais je vais omettre certaines choses. Je vais arranger en fait la version de manière plus élégante, entre guillemets. Et
ouais, voilà, j'ai pas envie de normaliser ce genre de mensonge, mais sinon le mensonge par omission, bah oui. Si on est vraiment sincère et honnête avec nous-mêmes, je pense qu'on le fait tous et toutes. Et c'est vrai que ce que l'auteur dit, c'est que la société, en fait, elle valorise pas mal cet art, en fait, de savoir jongler avec la vérité et de manipuler les détails pour en sortir grandi. Alors voilà un petit peu pour le filtre de la sincérité et pour donc les 3 types de mensonges qui font partie du filtre de la sincérité. Maintenant, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est le filtre de la spontanéité et le filtre naturel. Alors, du coup, ce filtre de la spontanéité, ça va faire écho au fait que, en tant qu'être humain, on est censé être libre d'exprimer ce qu'on ressent, d'être sincère dans nos émotions et nos réactions. Et qu'en fait, dans la réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Bon, je pense que je vous apprends rien quand je vous dis qu'on vit quand même dans une société où montrer nos sentiments, heureusement ça change, mais c'est quand même, c'était vu en tout cas comme un signe de faiblesse. Et qu'en fait, dès l'enfance, on nous apprend à bien nous tenir, à ne pas pleurer en public, à rire seulement dans les moments qui sont appropriés, et en fait tout simplement à garder nos émotions pour nous. Et en fait, ça commence très jeune. On va très vite apprendre à un enfant qu'il ne faut pas dévoiler les choses de la maison. Combien de fois on va entendre « on ne raconte pas ça aux autres ». Un enfant, par exemple, qui va courir à l'école pour dire que son papa a touché l'héritage de son grand-père, il va tout de suite être corrigé par ses parents parce qu'on va lui dire que la vie privée se garde privée. Et à force, l'enfant, il va intégrer cette information, il va intégrer ce code, et plus tard, du coup, il apprendra aussi que sa vulnérabilité, ça va être son talon d'Achille et ça va être une faiblesse, et que donc pleurer, c'est pas être digne, et que un homme fort ne pleure pas, et que la femme, par exemple, de caractère, c'est une femme qui doit être froide, et donc les émotions deviennent comme un luxe en fait dont il faut se priver. C'est pas un hasard d'ailleurs si les héros des films, si vous pensez à James Bond ou au personnage de la femme fatale, c'est pas un hasard si tous ces héros ils sont toujours froids, distants, inaccessibles. En fait, l'image qu'on nous renvoie, c'est qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, qu'ils ne montrent jamais leur faiblesse, et en fait ça montre tout simplement que c'est une image de la force que notre société valorise. Et en fait, donc ce filtre de la spontanéité, c'est un peu comme une barrière qu'on va se mettre pour ne pas se laisser aller. Et en fait, au lieu d'être spontané, d'être authentique, on va apprendre à jouer un rôle, à paraître fort, parce qu'en fait, montrer ce qu'on ressent vraiment, c'est un petit peu trop risqué. Et en fait, c'est un peu ironique parce que cette barrière, elle nous coupe aussi des autres. On n'a plus vraiment l'air d'être vrai, on a l'air distant, on a l'air un peu robotique. Et en fait, c'est un peu un paradoxe dans le sens où on rêve tous d'avoir des relations sincères, authentiques, profondes. Mais en fait, on est tellement bien entraîné depuis qu'on est petit à ne jamais montrer nos vrais sentiments que pour beaucoup de personnes, on en oublie parfois comment être nous-mêmes. Et on en oublie ce qu'on ressent vraiment. Et en fait, on ne développe plus cette capacité à vraiment à être sincère avec soi et à aller justement enlever toutes ces couches de l'oignon dont j'aimerais parler dans de prochains podcasts. À nouveau, le fil de la spontanéité, c'est pas une critique, c'est juste observer la manière dont tout fonctionne et dont la société fonctionne, et tout cela explique à quel point c'est difficile pour beaucoup en fait d'entre nous de savoir en fait mettre des mots sur ce qu'on sent, juste questionner sur ce qu'on ressent, savoir être capable de décoder en fait tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors du coup maintenant nous voilà au 3e filtre, donc c'est le filtre naturel. Le filtre naturel, il est aussi appelé filtre des a priori, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mettons-nous directement dans une situation. Donc, on va rencontrer par exemple quelqu'un de nouveau, et on croit, ou en tout cas on aimerait croire qu'on va le faire sans préjugés, et qu'on est ouvert d'esprit
et qu'on voit la personne telle qu'elle est, mais en fait très souvent, on va avoir des a priori. Et c'est normal que notre cerveau ait des a priori et des stéréotypes, mais c'est très important de pouvoir en être conscient, tout simplement les reconnaître pour ne pas en arriver à des préjugés, à de la discrimination. Ça c'était une petite parenthèse parce que pour moi en fait ce filtre naturel il parle clairement de ça. Mais là n'est pas la question, je vais juste vous développer le filtre naturel. En fait, dès le premier coup d'œil, envers une personne, notre cerveau va faire des sortes de jugements silencieux qui vont être basés sur des choses comme l'apparence, la façon de parler, la manière de se tenir. Tous ces petits jugements, ils sont souvent automatiques et inconscients. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les stéréotypes. À partir du préjugé, ça devient déjà plus conscient et la discrimination aussi. Et en fait, ces petits jugements, ils vont créer une sorte de filtre entre nous et la personne en face. Et c'est ça qu'on va appeler le filtre naturel ou le filtre des a priori. Mais comme je vous ai dit, ce filtre, il est d'abord, dans un premier temps, utile. Si on prend l'exemple du feu rouge, vous allez vous arrêter au feu rouge parce que, a priori, il pourrait y avoir une voiture qui arrive et du coup qui ait un accident. Donc vous savez que si c'est rouge, ça veut dire que vous devez vous arrêter parce que c'est dangereux. Et en fait, on va pas se poser la question à chaque fois et ça va pas être, on va pas se faire cette réflexion-là consciente à chaque fois. On va tout simplement attendre parce que notre cerveau sait que en fait c'est plus sûr. Et ce genre, d'a priori, va nous aider tout simplement à prendre des décisions rapides, à survivre et en fait tout simplement à se simplifier les choses. Parce que si on doit mentaliser, conscientiser, réfléchir à absolument tout, je pense que tout le monde est déjà très fatigué à la fin de ses journées, mais là, ce sera bien trop. Mais en fait, ce mécanisme, il peut aussi très vite se transformer en piège dans les relations humaines. Parce que on va croiser par exemple quelqu'un qui a les cheveux longs et on va se dire lui il doit peut-être être artiste, il est un peu bohème, ou alors on va voir quelqu'un avec un costume cravate et on va directement penser lui il est sérieux ou il est conformiste. Et en fait notre cerveau va faire des raccourcis et on va juger avant même de connaître la personne et ça peut nous éloigner on va dire de la sincérité et du naturel dont on parle depuis le début du podcast. Et en fait, le problème, c'est que ces préjugés, ils peuvent devenir vite comme des murs. Donc quand on se sent pas à l'aise avec quelqu'un, on va pas tout lui dire. On va souvent filtrer nos mots pour se protéger, pour créer une distance. Et dans ces cas-là, il va être très facile de glisser vers des petits mensonges, vers des mensonges d'omission pour éviter en fait d'aller trop loin dans leur relation. Et ces barrières qui sont invisibles, qui vont nous venir en fait des filtres d'a priori, vont nous empêcher d'être vraiment ouverts et d'être vraiment authentiques. Et en fait, c'est un problème sans être un problème parce que heureusement aussi qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des discussions ultra profondes avec toutes les personnes qu'on rencontre. En plus, on est tous et toutes très différents par rapport à ça. Personnes qui sont plus sociables, d'autres qui le sont moins, d'autres qui ont besoin de plus de temps pour eux, etc., etc. Donc, c'est pas un problème en tant que tel, mais je pense que vous avez compris le sens dans lequel je l'apporte. Et du coup, ce qui est très intéressant de remarquer avec tous ces filtres, c'est qu'en fait, même quand on essaye d'être objectif, même quand on a ces petits mensonges, tous ces filtres, notre corps, lui, il nous trahit clairement. Hein. Nos gestes, nos expressions faciales, tout notre langage corporel va en fait dire ce que nous, on veut souvent pas dire. Par exemple, on peut hocher la tête poliment en face de quelqu'un, tout en ayant une posture ultra fermée ou regarder ailleurs. Et en fait, toute cette étude-là, c'est ce dont je vous parlais au début, c'est l'étude de la synergologie. Donc l'étude de ces signaux qui ne sont pas verbaux, qui disent souvent l'inverse de ce qu'on exprime avec nos mots. Et en gros, même si on essaye de cacher ce qu'on pense, notre corps, lui, il n'arrive pas à mentir aussi facilement. Alors voilà un petit peu toute l'information que je voulais vous amener. Il faut savoir que ça, c'est vraiment l'introduction.
du livre sur la synergologie. Je n'ai pas encore terminé de lire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le prendre en bibliothèque. Je ne sais pas encore ce qu'il vaut, donc je ne peux pas vous dire ce que je pense de la suite, parce que je sais qu'il y a parfois des vidéos ou des livres sur la synergologie qui sont très simplifiés, trop simplistes, et que bon, il ne faut pas croire que parce que vous étudiez la synergologie, si quelqu'un d'office se gratte la tête, ça veut dire qu'il ment, et qu'il faut que vous commenciez à mentaliser, à analyser absolument toutes les interactions que vous avez avec votre entourage. Ce sont des clés pour apprendre à mieux décoder ce qui se passe autour de vous, surtout peut-être dans certaines situations où il y en a besoin. Mais je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir expliquer un petit peu quand même quels sont tous ces filtres qui font partie de notre vie tous les jours, dont on se rend même plus compte tellement ils sont normalisés, et d'en prendre conscience. D'abord parce que prendre conscience, ça peut nous permettre d'agir peut-être différemment, ou tout simplement d'être plus nuancé. Moi en tout cas, c'était vraiment ce qui est ressorti de mes réflexions. C'est juste, Julia, tu vas peut-être faire un podcast sur la sincérité radicale, sur l'honnêteté radicale, et sur à quel point c'est bénéfique et porteur selon moi. Mais c'est aussi super important de pouvoir mettre en avant et reconnaître qu'il y a de la nuance, et qu'en fait il y a plein de situations dans ta vie, et que c'est le cas des autres aussi, où en fait tu mens, et en fait c'est ok. Et ça fait partie aussi un peu de l'ambivalence qu'on a tous et toutes, dont j'ai parlé aussi dans d'autres podcasts, et je pourrais à nouveau refaire des podcasts, mais on est tous hypocrites et honnêtes, on est tous généreux et avares, etc., etc. Voilà. Je sais que c'était un podcast avec pas mal d'informations. N'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Si vous écoutez sur Spotify, j'ai vu, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, que maintenant on peut mettre des petits commentaires en dessous. Ça me ferait ultra plaisir. N'hésitez pas à continuer aussi à m'envoyer vos retours. Ça me réchauffe à chaque fois le cœur d'avoir vos retours qui sont vraiment trop chouettes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Partager, c'est donner un petit peu d'amour à quelqu'un d'autre. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.